c'est un débat de folie et d'amour. C'est d'ailleurs pour ce texte que Louise Labbé va d'abord être renommée, ça sera vrai jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avant que sa poésie amoureuse ne passe au premier plan. Et nous espérons œuvrer à ce que le débat revienne un peu, retrouve une importance, puisqu'il avait un peu disparu du savoir littéraire sur Louise Labbé. Ce débat de folie et d'amour, à la fin du XVIe siècle, on va commencer à le transformer tour à tour en poème, en canevas pour la représentation théâtrale, ensuite en fable. La Fontaine en fera une fable en France, mais d'autres fabulisent dans d'autres langues européennes. Puis on va aussi le traduire en anglais, en l'abrégeant un peu, en 1584. Et toujours en Angleterre, un peintre en tirera le sujet d'une série de 5 tapisseries en 1626 pour un château royal. Alors il faut dire que ce plaisant débat de folie et d'amour donne envie aux lecteurs et aux lectrices de jouer la scène, d'incarner tour à tour les deux personnages, le petit dieu amour et la déesse folie, qu'on découvre alors qu'ils se disputent à l'entrée du palais de Jupiter, où ils arrivent tous deux en retard au festin des dieux. Débat de folie et d'amour, discours 1. Folie. À ce que je vois, je serai la dernière au festin de Jupiter, où je crois que l'on m'attend. Mais je vois, ce me semble, le fils de Vénus qui y va aussi tard que moi. Il faut que je le passe, afin que l'on ne m'appelle tardive et paresseuse. Amour. Qui est cette folle qui me pousse si rudement ? Quel grand hâte la presse ! Si je t'eusse aperçu, je t'eusse bien gardé de passer. Tu ne m'eusses pu empêcher, étant si jeune et faible. Mais, à Dieu te commande, je vais devant, dire que tu viens tout à loisir. Il n'en ira pas ainsi, car avant que tu m'échappes, te donnerai à connaître que tu ne dois attaquer à moi. Laisse-moi aller, ne m'arrête point, car ce te sera honte de quereller avec une femme. Et, si tu m'échauffes une fois, tu n'auras du meilleur. Quelles menaces sont ceux-ci ? Je n'ai encore trouvé personne qui m'ait menacé que cette folle. Tu montres bien ton indiscrétion de prendre en mal ce que je t'ai fait par jeu, et te méconnais bien toi-même, trouvant mauvais que je pense avoir du meilleur si tu t'adresses à moi. Ne vois-tu pas que tu n'es qu'un jeune garçonneau, de si faible taille que quand j'aurais un bras lié, si ne te craindrais-je guère. Oh, me connais-tu bien ? Tu es Amour, fils de Vénus. Comment donc fais-tu tant la brave auprès de moi, qui, quelque petit que tu me vois, suis le plus craint et redouté entre les dieux et les hommes ? Et toi, femme inconnue, oses-tu te faire plus grande que moi ? Ta jeunesse, ton sexe, ta façon de faire te démentasser, mais plus ton ignorance, qui ne te permet connaître le grand degré que je tiens. Tu triomphes de dire ? Ce n'est à moi à qui tu dois vendre des coquilles. Mais dis-moi, quel est ce grand pouvoir dont tu te vantes ? Le ciel et la terre en rendent témoignage. Il n'y a lieu où n'est laissé quelque trophée. Regarde au ciel tous les sièges des dieux et t'interroge si quelqu'un d'entre eux s'est pu échapper de mes mains. Décidément, même dans le monde des dieux, la place des femmes n'est pas acquise. Donc, et toute la suite du débat va consister à faire reconnaître à Amour, même s'il l'ignorait lui-même jusqu'ici, la puissance qu'il exerce parmi les hommes et parmi les dieux ne s'explique que parce que folie s'en mêle toujours. C'est elle qui fait que, par amour, tout le monde est prêt à agir de la manière la plus déraisonnable, pour le meilleur, puisque c'est par amour qu'on invente les plus belles choses, mais aussi parfois pour le pire ou pour son malheur. Alors, dans le début du débat, c'est Folie elle-même qui défend son parti, sa propre position, mais la dispute va prendre un autre tour, parce qu'Amour entreprend de faire taire Folie en la frappant avec une flèche. Alors elle se rend invisible et finit par le rendre aveugle en lui enlevant les yeux pour lui prouver qu'en réalité il a toujours été aveugle. On le sait bien, l'amour est aveugle. Amour va alors se plaindre à sa mère, Vénus, qui elle-même va s'en remettre à Jupiter afin que sans tarder il condamne Folie. Mais Jupiter préfère organiser un vrai débat judiciaire en bonne et due forme où les raisons de l'un et de l'autre pourront être entendues. Donc les arguments d'Amour
seront défendus par Apollon, le dieu de la lumière, de la beauté et des arts, et ceux de folie par Mercure, le dieu du commerce, de la communication et aussi de la ruse. Et en disposant ainsi, dans le cadre d'une fiction plaisante, des arguments opposés concernant la nature de l'amour, Louise Labbé fait entendre une voix nouvelle dans le riche concert des discussions sur l'amour qui fleurissent alors depuis plusieurs décennies, d'abord en Italie, puis dans toute l'Europe, à dire vrai. Est-ce que, comme le disent les auteurs fidèles à Platon, l'amour humain est fait pour nous élever vers l'amour divin? Ou bien est-ce que l'amour n'est qu'une illusion passagère? Ou est-ce que l'amour n'est que bestialité, soumission aux passions charnelles? Toutes ces positions peuvent se défendre, mais ce qui intéresse d'abord Louise Labbé dans le débat de Folie et d'amour, c'est de montrer les effets de l'amour dans le monde tel qu'il est. Pour savoir ce qu'est l'amour, il faut d'abord reconnaître à quel point nous lui sommes attachés et redevables. Et à travers la voix d'Apollon, elle suscite ainsi la complicité du lecteur et sans doute aussi de la jeune Clémence, en peignant le tableau ridicule de ceux qui croient qu'on peut s'exempter de l'amour. Et qui est celui des hommes qui ne prennent plaisir ou d'aimer ou d'être aimés? Je laisse ces misanthropes et taupes cachés sous terre et ensevelis de leurs bizarreries, lesquels auront par moi tout loisir de n'être point aimés puisqu'il ne leur chaud d'aimer. S'il m'était licite, je les vous dépeindrais comme je les vois décrire aux hommes de bon esprit. Et néanmoins, il vaut mieux en dire un mot afin de connaître combien est mal plaisante et misérable la vie de ceux qui se sont exemptés d'amour. Ils disent que ce sont gens mornes, sans esprit, qui n'ont grâce aucune à parler, une voix rude, un aller pensif, un visage de mauvaise rencontre, un œil baissé, craintif, avare, impitoyable, ignorant et n'estimant personne, loup-garou. Quand ils entrent dans leur maison, ils craignent que quelqu'un les regarde. Incontinent qu'ils sont entrés, barrent leurs portes, serrent les fenêtres, mangent salement sans compagnie, la maison mal en ordre, se couchent en chapon le morceau au bec, et leur à beau gros bonnet gras de 2 doigts d'épais, la camisole attachée avec épingle enrouillée jusqu'au-dessous du nombril, grande chose de laine venant à mi-cuisse, un oreiller bien chauffé et sentant la graisse fondue, le dormir accompagné de tout et autres tels excréments dont ils remplissent les courtines. Un lever pesant, s'il n'y a quelque argent à recevoir, vieilles chausses rapetassées, souliers de paysans, pourpoint de drap fourré, longue sais mal attachée devant, la robe qui pend par derrière jusques aux épaules, plus de fourrure et pelisse, calotte et large bonnet couvrant les cheveux mal peignés, gens plus fades à voir qu'un potage sans sel à humer. Que vous en semble-t-il? Si tous les hommes étaient de cette sorte, y aurait-il pas peu de plaisir à vivre avec eux? Combien plutôt choisiriez-vous un homme propre, bien en point et bien parlant, tel qu'il ne s'est pu faire sans avoir envie de plaire à quelqu'un, qui a inventé un doux et gracieux langage entre les hommes, et où, premièrement, a-t-il été employé? A-t-il à persuader de faire guerre au pays? Élire un capitaine, accuser ou défendre quelqu'un? Avant que les guerres se fissent, paix, alliances et confédérations en public, avant qu'il fût besoin de capitaine, avant que les premiers jugements que fit faire en Athènes, il y avait quelque manière plus douce et gracieuse que le commun, de laquelle usèrent Orphée, Amphion et autres. Et où en firent preuve les hommes, sinon en amour? Alors bien sûr, croire que l'amour n'est rien, cela peut être aussi bien le fait des femmes que des hommes. Mais ici,
c'est bien des hommes qu'il s'agit, et les lectrices ne s'y trompaient sans doute pas. Toutes devaient connaître quelques vieux garçons répugnants de ce genre, vivant à l'écart des femmes et de toute civilité. Et l'une des singularités du débat de folie et d'amour qui nous frappe le plus aujourd'hui, mais peut-être Clémence de Bourges l'a-t-elle déjà remarqué en 1555, c'est le soin que met Louise Labbé dans le débat à faire le tri dans cette représentation des effets de l'amour entre ce qui est commun aux hommes et aux femmes et ce qui est propre aux uns et aux autres. Croire que les femmes et les hommes sont tout à fait égaux devant l'amour, ce serait naïf. Elle le précise plusieurs fois, la société, dont les lois, on l'a vu, sont si défavorables aux femmes, ne le permet pas. Par exemple, la société acceptera volontiers qu'un homme déçu en amour trouve vite un nouvel objet à aimer. Si une femme veut faire de même, sa réputation en pâtira. De la même manière, nul ne sera choqué que les hommes affichent leur désir, tandis que les femmes doivent apprendre à le masquer. Et cependant, malgré ces différences, l'idée que défend Louise Labbé, de manière cohérente avec son épître, c'est que l'expérience de l'amour est au fond la même pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde aime plaire, tout le monde éprouve le fait que le désir, comme elle dit, est une agitation d'esprit qui nous transforme. Tout le monde peut faire des folies par amour. C'est une manière de rompre vraiment radicalement avec toute la tradition littéraire misogyne dans laquelle ce sont toujours les femmes, folles par nature, qui finissent par rendre les hommes fous pour leur malheur. Chez Louise Labbé, hommes et femmes partagent la même folie qui s'exprime à peine différemment en fonction de ce que permet la société. Voici pour ce qui concerne les hommes amoureux. Il faut avoir toujours page aux écoutes, savoir qui va, qui vient, corrompre des chambrières à beau denier, perdre tout un jour pour voir passer madame par la rue, et avoir, pour toute rémunération, un petit adieu et quelques souris, qui le fera retourner chez soi plus content que quand Ulysse vit la fumée de son Ithaque. Il vole de joie, il embrasse l'un puis l'autre, chante vers, compose, fait sa mie la plus belle qui soit au monde, combien que possible soit laide. Et si de fortune survient quelque jalousie, comme il en advient le plus souvent, on ne rit, on ne chante plus, on devient pensif et morne, on connaît ses vies, ses fautes, on admire celui que l'on pense être aimé, on parangonne sa beauté, grâce et richesse avec celui duquel on est jaloux. Puis soudain, on vient à le dépriser, qu'il n'est possible, étant de si mauvaise grâce, qu'il soit aimé, qu'il est impossible qu'il fasse tant son devoir que nous, qui languissons, mourons, brûlons d'amour. On se plaint, on s'appelle Samy, cruel, variable. L'on se lamente de son malheur et destiné. Et 2 pages plus loin, voici pour les femmes amoureuses. Et penseriez-vous que les amours des femmes soient de beaucoup plus sages ? Les plus froides se laissent brûler dedans le corps avant que de rien avouer. Et combien qu'elles voulussent prier, si elles osaient, elles se laissent adorer et toujours refusent ce qu'elles voudraient bien qu'on leur ôtât par force. Les autres n'attendent que l'occasion, et heureux qui la peut rencontrer, il ne faut avoir crainte d'être éconduit. Les mieux-nés ne se laissent vaincre que par le temps, et se connaissant être aimés, et endurant enfin le semblable mal qu'elles ont fait endurer à autrui, ayant fiance de celui auquel elles se découvrent, avouent leur faiblesse, confessent le feu qui les brûle. Toutefois, encore un peu de honte les retient, et ne se laissent aller que vaincus et consumés à demi. Et aussi, quand elles sont entrées une fois avant, elles font de beaux tours. Plus elles ont résisté à amour, et plus s'en trouvent prises. Elles ferment la porte à raison. Tout ce qu'elles craignaient ne le doutent plus. Elles laissent leur occupation mulièbre. Au lieu de filer, coudre,
besogniers au point. Leur étude est se bien parer, promener est église, fêtes et banquets, pour avoir toujours quelques rencontres de ceux qu'elles aiment. Elles prennent la plume et le luth en main, écrivent et chantent leur passion, et enfin croient tant cette rage qu'elles abandonnent quelquefois père, mère, mari, enfant, et se retirent où est leur cœur. Cette forme d'écriture très concrète, lucide jusqu'à la cruauté, est vraiment exceptionnelle au XVIe siècle sous une plume de femme. Alors elle témoigne certes de lectures variées, françaises, italiennes, parfois de textes antiques qui circulent en traduction, mais surtout d'une solide expérience du monde, un monde qui est observé avec amusement et compassion. Alors à la fin du débat, les dieux qui ont écouté les plaidoiries ont des avis divergents, et Jupiter lui-même prononce un jugement qui reste ambigu. Qui mène véritablement la danse entre amour et folie? Mais ce qui est certain, c'est que, comme le disait Folie dès le départ, les deux sont inséparables.